Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Fréquence Cosmique. Alors aujourd'hui, l'épisode est un petit peu spécial car j'ai tourné cet épisode dans le cadre de ma participation à l'édition 2026 de l'événement Podcasteron. Podcasteron, c'est un événement qui vise à apporter un véritable élan caritatif où chaque podcasteur sont amenés à mettre en valeur une association, à créer un épisode dédié et à mettre en lumière les sujets qui sont importants pour toutes ces associations. Je suis vraiment très très heureuse de pouvoir participer à cet élan, ce joli moment de partage que j'ai vécu avec Johan et Claire qui sont représentants de l'association Bien dans ses bottes. C'est important pour moi de représenter cette association car elle me parle avant tout moi en tant qu'être et aussi elle est très connectée aux valeurs que je porte, parce que la spiritualité, comme on peut l'entendre et comme j'essaye de la diffuser, ne représente pas des éléments trop spécifiques qui seraient en lien avec des pratiques particulières. La spiritualité, selon mon point de vue, est vraiment une manière d'être connecté à soi-même et d'être en connexion avec le milieu qui nous entoure et notamment le milieu naturel. C'est une manière d'incarner sa propre vérité tout en considérant qu'on fait intégralement partie d'un tout et donc qu'on fait partie de cet environnement naturel sur cette planète et d'être dans une optique de plutôt avancer ensemble plutôt que l'un contre l'autre. En effet, l'écologie, ou en tout cas moi, depuis que je suis toute petite, souvent j'ai été culpabilisée et j'ai entendu des discours culpabilisants sur le fait de venir réparer ce qui avait été fait par certaines générations sur le fait de polluer, sur le fait de trop consommer, sur le fait d'avoir un dérèglement climatique et une planète qui va clairement pas très bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment souhaité porter ces valeurs et être dans une optique plus légère, plus optimiste, pour montrer qu'en fait, il était tout à fait possible d'agir, mais pas d'agir pour venir réparer, mais d'agir pour venir recréer un cycle naturel sur quelque chose qui est censé être évident et qui, au fur et à mesure du temps, avec l'évolution de la société, l'évolution de l'homme et tous les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition, on s'est un petit peu éloigné d'une forme de nature parce que la nature, ce n'est pas un élément qui est dissocié de nous, c'est un élément qui fait partie de nous. C'est l'environnement dans lequel nous évoluons. Et même si on vit dans un milieu citadin et qu'on est plus ou moins éloigné de la nature, aujourd'hui, il y a pour moi un véritable sens de venir se reconnecter et de venir renouer avec la genèse de notre existence, avec quelque chose qui a vraiment un sens et une évidence, mais d'une simplicité qu'on a oubliée. Et c'est pas parce que c'est simple et c'est pas parce qu'on l'a oublié qu'on ne doit pas reconnecter avec ces éléments-là. J'ai été moi, dans mon parcours personnel, je n'ai pas toujours été très attentive au milieu naturel et c'est des prises de conscience qui se sont enchaînées progressivement et qui m'ont permis de rallumer la lumière et de me rendre compte que finalement, on évolue dans un environnement qui est bien plus grand que nous et dans lequel on doit trouver un moyen de fonctionner ensemble. C'est assez important pour moi, de pouvoir vous livrer cette interview dans laquelle on apprend plus à avancer avec le courant, avec ce qui vient, ce qui se présente, avec ce qui nous entoure, plutôt que d'être dans la lutte. C'est avec un grand plaisir que du coup, je vous laisse découvrir cette interview. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis vraiment très, très contente d'accueillir Claire et Johan qui vont nous expliquer un petit peu comment ils ont, et dans quel état d'esprit et comment ils sont arrivés à la création de l'association Bien dans ses bottes. Bonjour Claire, bonjour Johan. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire, j'ai presque 42 ans. Moi, j'ai grandi en Basse-Normandie, dans la Manche, et ça fait une quinzaine d'années que je suis arrivée dans les Vosges, où voilà, je me suis familiarisée avec la forêt parce que je viens plutôt du milieu littoral. Et puis, j'ai exercé pendant 15 ans en tant qu'éducatrice spécialisée. Et là, depuis l'année dernière, donc je me suis reconvertie pour faire une formation pour faire de l'animation nature. Voilà, mais on en reparlera certainement plus en détail après. En effet. Eh ben super, moi du coup c'est Johan, je suis maraîcher. J'ai créé une petite ferme il y a maintenant 9 ans. J'étais opticien avant,
j'ai toujours dans ma vie d'avant, pendant 10 ans et ouais, j'ai eu un besoin, profond, de changer de vie et quand je dis «je», c'est presque plutôt «nous» d'ailleurs, enfin, c'était vraiment toute une reconversion un peu familiale, enfin une envie familiale en tout cas, de retrouver, de la cohérence, du sens, enfin on parlera sûrement aussi plus en détail de tout ça, juste après. Et du coup, on a cherché un petit lieu où se réfugier ou en tout cas essayer de trouver une solution pour se sentir bien et avoir plein de projets autour de nos vies et donc on a atterri dans les Vosges, il y a maintenant 9 ans et on a créé la ferme de demain, qui est maintenant bien en place sur le territoire et dont on est fiers et je pourrais pareil vous donner plus de détails tout à l'heure peut-être? Mmh. Oui, vous avez évoqué tous les 2 un petit peu votre parcours professionnel qui, évidemment, n'est pas, sans lien avec, l'association que vous venez de créer. Est-ce que vous pourriez nous dire, avant qu'on aille un petit peu dans le détail de comment tout ça s'est créé et est né, hem, l'association Bien dans ses bottes, c'est quoi exactement? Alors, ben, c'est une association qui est née en fait de l'envie de plusieurs personnes. Donc, pour l'instant, on est un petit noyau de 5 personnes à vouloir réfléchir, on va dire, aux bases de cette association, mais avec l'envie, voilà, qu'on ait d'autres forces vives qui nous rejoignent et de pouvoir penser les choses de manière collective. Mais voilà, l'idée, c'est de prendre soin du vivant. Et pour nous, dans le vivant, eh ben, c'est toutes les formes de vie, donc on va dire l'humain, mais aussi le non-humain, et de pouvoir finalement euh, reconnecter les gens déjà à la nature, voilà, leur permettre de se réenchanter aussi dans ce monde qui n'est pas toujours très rose, et donc voilà, de favoriser le lien, on va dire, le lien entre nous, entre humains, mais aussi le lien entre humains et non-humains. Voilà. Je pense que Yo, tu vas aussi compléter à ta manière. Ouais, bah, c'est aussi la suite de quelque chose. C'est le début, bien évidemment, de l'association Bien dans ses bottes, concrètement, dans les faits, dans les actes, de signature de nouveaux, statuts et des choses comme ça. Mais ça fait déjà quand même un petit moment, en fait, que, bah, sur notre territoire, là, on commence à, chacun de notre côté, à réfléchir à proposer, des choses pour prendre soin des gens sur ce territoire-là et de créer, en tout cas, par exemple, pour ma part, de créer, bah, la dynamique autour de la ferme. On a créé aussi une association de producteurs pour justement se retrouver collectivement à proposer des produits qui sont sains, qui sont bons pour le vivant. Mais il y a aussi autour de tout ça toute une dynamique d'humain et d'énergie. Et finalement, quand on s'est retrouvé à rediscuter avec Claire, avec Nico, avec Nicole ou avec Annelise, qui sont effectivement le noyau pour le moment de la création de cette association-là, c'était comment on en forme et comment on arrive à réunir un petit peu aussi toutes ces énergies et continuer à créer ce réseau-là de forces vives du territoire bah, pour continuer à explorer le territoire, à explorer bah, les gens qui sont autour de nous et surtout de les rassembler pour, euh, pour, pour faire des choses et puis aussi pour profiter de la vie tout simplement. Il y a un sujet dans ce que vous évoquez qui me semble intéressant, ou en tout cas un parallèle que je vois, c'est que, dans l'évolution, et dans les sujets d'actualité, depuis notre enfance, on entend des sujets, des alertes écologiques, l'écologie est un sujet qui est un peu plus ou est certainement lié à ce que vous évoquez, mais, toujours, a été perçu comme une approche un peu culpabilisante sur: «Vous avez fait du mal à la planète, vous êtes en train de la détruire et votre comportement crée des conséquences qui sont terribles». Et ce que je trouve intéressant, c'est ce que dans ce que là vous évoquez, c'est qu'on est dans un rapprochement en fait
de partie, c'est-à-dire que l'humain qui agit et qui agit dans un environnement n'est plus dissocié de cet environnement, mais finalement se retrouve comme une espèce de genèse, en fait. Finalement, c'était comme ça au début, et aujourd'hui, on a cette mouvance où, en fait, il y a une prise de conscience sur l'homme et son lien avec la nature, plus que dans arrêter de faire des bêtises. Et du coup, au lieu d'aller créer deux éléments qui viennent se confronter, on vient plutôt dans une forme de symbiose pour justement réapprendre aux gens, aux individus, que finalement, ce qui paraît être parfois éloigné, parce que quand on vit dans un milieu citadin, on se sent parfois un peu éloigné de la nature, finalement, cette nature-là, c'est notre nature profonde, et il est tout à fait possible de se la réapproprier et de se rapprocher d'elle pour fonctionner ensemble. Oui, je me reconnais totalement dans ce que tu dis, Lauriane, parce que moi, on va dire, un des éléments déclencheurs pour aussi réfléchir à ma reconversion professionnelle, mais aussi, on va dire, un besoin comme ça de me sentir utile, de retrouver du sens dans ma vie, donc et personnelle et professionnelle, c'était lié à un fort aussi sentiment d'éco-anxiété que j'ai développé il y a plusieurs années. Et je pense que c'était en lien aussi avec ce que tu évoques, ce discours culpabilisant, mais aussi toutes les informations que j'ai un petit peu engrangées sur les problèmes écologiques, sur le dérèglement climatique. Et en fait, cette éco-anxiété, alors aujourd'hui, je me dis qu'elle n'est pas forcément totalement négative parce qu'elle génère aussi des émotions comme de la colère, des angoisses, des peurs, de la tristesse, mais qui sont finalement aussi utiles pour se mettre en action et se mettre en mouvement. Après, l'idée, voilà, c'est pas rester, on va dire, paralysé dans ses émotions, c'est aussi de faire appel aux autres, d'échanger avec des personnes qui partagent aussi soit ces émotions-là, mais surtout finalement au fond les mêmes valeurs et les mêmes convictions. Et en tout cas, moi, ça m'a été utile après pour me mettre en action. Et c'est vrai que l'idée, en tout cas, qu'on a envie de défendre dans l'association Bien dans ses bottes, c'est plutôt effectivement de cultiver une sorte de, alors j'aime bien ce terme parce que je trouve qu'il résume plein de choses, une sorte de joyauté. Donc c'est Hervé Brugnot, qui est un éducateur à l'environnement, qui utilise ce terme, et c'est vrai que j'aime bien parce qu'il y a le côté, effectivement, on cultive la beauté du monde dans quelque chose de joyeux, et en même temps, on se rend compte que la nature autour de nous, l'environnement, le vivant, c'est un petit joyau, c'est un petit trésor dont on doit prendre soin, parce que effectivement, comme tu le disais, on en fait partie. On a souvent tendance à séparer l'homme de la nature, mais en fait, on est un ensemble, on en fait partie. La biodiversité, l'homme fait partie, au même titre que les autres animaux, les végétaux, on fait partie de cette biodiversité. Donc oui, ça me parle vraiment ce que tu évoques par rapport au dérèglement climatique, parce que moi, ça a été vraiment un moment fort pour me mettre en action, pour me mobiliser. Et après, dans ce que tu disais, je pense qu'il y a quand même cet aspect, partager, expérimenter des choses avec le vivant en nature, ensemble à plusieurs, pour pouvoir se familiariser avec elle, et aussi cette dimension de peut-être un peu mieux aussi la connaître, parce que mine de rien, on aime ce qu'on connaît, et si effectivement on connaît un petit peu mieux ce qui nous entoure, on va un peu plus l'aimer, et on protège aussi les gens qu'on aime, ce qu'on aime. Donc si effectivement on connaît un peu mieux la nature, on va un peu mieux l'aimer, et c'est aussi dans l'idée qu'on va certainement en prendre un petit peu plus soin, finalement. Ouais, pour compléter ce que tu dis, Claire, c'est vraiment ultra intéressant. Ce que je rajouterais, du coup, moi, en tout cas, ce qui m'a paru aussi ultra important dans l'envie de créer cette association, c'est aussi de se dire que, effectivement, moi, je sais que par exemple, j'ai créé une ferme biologique, et souvent, à un moment donné, j'ai des amis qui viennent me voir: «À votre petit monde des bisounours, là, ça va bien», mais c'est bien beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et en fait, ce que je dis dans ces moments-là, c'est, non, en fait, moi, la création et devenir paysan, la création de la ferme et devenir paysan, ça m'a vraiment connecté aussi à la réalité de la vie. Et la paysannerie nous connecte très vite à cette réalité-là, où on a toujours des raisons d'être dégoûté le matin. Il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours un imprévu,
et il y a toujours soit les ânes qui se sauvent, soit les moutons, soit ou bien un animal qui boite le matin. Enfin, il y a toujours de quoi se dire oh là 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 là, c'est pas possible, c'est dur la vie. Mais c'est vrai, c'est ça aussi la vie. Enfin, il y a pas de doute là-dessus, c'est que c'est un enchaînement de choses avec du bon, du moins bon. Mais il y a aussi toujours de quoi être trop content. Et c'est vrai que moi qui suis maraîcher maintenant, qui fait 30 légumes, enfin, c'est pareil. Il y a toujours un légume qui va pas bien, qui est pas dans les bonnes conditions. Enfin, forcément, le temps du moment va peut-être bien à la carotte parce que c'est ces conditions qu'elle aime bien. Mais à côté de ça, bah, la tomate, elle aimera pas du tout ça. Et moi, au début, ça paraissait un peu comme ça, dingue de juste enfin, mais non, moi, ça me parle à fond et ça m'a beaucoup aidé après individuellement. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à écouter tes podcasts, enfin, les choses ouais, des choses profondes du cœur, de l'âme, enfin, des émotions. Là, on est jeunes parents, que ce soit nous ou Claire, et on essaie toujours aussi de trouver notre juste place de parents avec nos enfants. On pourra peut-être en revenir en détail tout à l'heure aussi, mais du coup, la paysannerie et puis ce qu'on vit là nous aide beaucoup à essayer d'être au plus juste, justement, et à gérer les moments où ça va moins bien. Que ce soit moi individuellement, par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui s'angoisse assez rapidement. Et cette connexion-là au vivant que nous offre finalement notre changement de vie, il faut être honnête, on a trop de chance. Enfin, en tout cas, c'est une grosse chance d'être autant connecté à la vie, à l'endroit où on est là et dans notre travail. Et du coup, ça nous apporte ça, ces, ces éléments qui nous font dire ah ouais, effectivement, bah là, on est dans le dur, mais il y a une raison, ça va passer. N'essayons pas de lutter en permanence. Enfin, ça me parle aussi dans la façon dont on la terre et les plantes. Je vois, il y a souvent l'agriculture est souvent dans la lutte d'essayer de faire le mieux possible et de lutter contre les ravageurs, de lutter contre les maladies, de lutter contre. Et ça, moi, c'est vraiment mon changement de vie. Et puis cette connexion-là à la vie qui m'a fait dire, bah, arrêtons peut-être de lutter, essayons de comprendre, mettons les choses dans les meilleures conditions pour qu'ils soient bien. Et puis quand ça va mal, eh ben, peut-être prenons le temps d'attendre, de voir ce qui se passe. Et ouais, tout ça, ça. C'est comme si, en fait, le fait de t'être lancé dans cette aventure, ça change ton échelle, en fait. C'est-à-dire que tu étais certainement peut-être, et comme la plupart des gens, hein, l'échelle de soi-même, où on voit tout à travers notre propre regard et tout ce qui tourne autour de nous, c'est vraiment il y a un point de vue peut-être un peu égocentrique, sans être dans une approche négative, mais en te connectant à cette mission, parce que je pense que c'est peut-être plus pour toi une mission qu'un travail, mais tu as changé d'échelle et tu t'es connecté à plus grand, ce qui fait que ça t'a permis de prendre du recul finalement et de plus voir à travers juste toi, mais de voir à travers un ensemble, un écosystème. Carrément, c'est carrément ça, je suis entièrement d'accord. Enfin, ouais, ça me parle beaucoup et ça, tu vois, je suis toujours même un peu ému quand j'entends des trucs comme ça parce que ça a vraiment été dur, je pense, à un moment donné dans ma vie et c'est peut-être pour ça que ce changement-là a été fait. C'est peut-être pour ça qu'on s'est rencontrés avec Claire, avec tout ce collectif-là. Je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être pas anodin et c'est vrai que il y a eu des moments vraiment durs à l'intérieur de moi, à me dire un peu comme Claire, enfin, c'est quoi ce monde? Enfin, c'est pas possible. Et puis individuellement à en souffrir, et même mon corps à en souffrir, et à avoir des douleurs. Enfin, et la meilleure réponse, effectivement, c'était vraiment ce lien-là, à aller observer, à aller comprendre ce qui se passait. Je donne souvent l'exemple des animaux, enfin de leur façon de vivre qui finalement, quand des fois on les observe, c'est assez incroyable la capacité qu'ils ont, eux, à s'adapter. Je parle souvent, alors, parce que ce moment-là m'a marqué, on a eu un énorme orage de grêle, là, il y a 3-4 ans maintenant, à la ferme, et j'étais le dernier à aller me réfugier. Je veux dire, ça faisait déjà une demi-heure que les oies étaient déjà dans leur cabane, les ânes, ils étaient déjà sous les arbres, et moi, je voyais le gros nuage noir arriver, et je me disais, ça va passer à côté, ça va aller, enfin, ou qu'est-ce qui se passe même, enfin, j'étais perdu avec ce qui se passait, mais
tous les autres animaux, alors ils voyaient bien qu'il allait avoir une crise, qu'il allait avoir un gros truc qui se passait. Et là, moi, je me suis dit: «Ah ouais, mais là, on est vraiment déconnecté de ce lien-là, finalement à la nature qui nous aide aussi dans le fonctionnement». Ça, c'était un bon exemple en tout cas. Mmh. Est-ce que du coup, Yoann, tu peux nous expliquer un petit peu dans ton parcours l'élément déclencheur, cette prise de conscience qui fait que finalement tu décides de changer de vie et puis de te reconnecter à quelque chose qui te semble essentiel? Ouais, bah, il y a eu, plusieurs facteurs, mais il y en a eu 2 importants. Moi, j'étais opticien avant effectivement, dans un schéma de vie, un peu classique où on m'avait prôné aussi un certain modèle de vie, et être opticien, c'était bien. Enfin voilà, ça faisait bien, gagner bien sa vie, avoir une belle situation, tout ça. Et hem et c'est quand même dans le mal-être ou dans la douleur que j'ai commencé à remettre un peu ça en question. Je dis souvent, j'ai l'impression quand même que l'humain, il faut qu'il soit dans le dur pour aussi un peu, prendre le temps de réfléchir et d'essayer de retrouver une cohérence, quoi. Dans un premier temps, on est aussi, amené dans ce système-là. Et ce système-là qui me va pas trop bien, cette ultra consommation de tout, ce rapport au temps qui est quand même assez incroyable. On est tout le temps en train de courir à droite à gauche et ça effectivement, alors je l'ai mal vécu et je pense que mon corps, m'a rappelé à moi, et en fait on a décelé, il y a maintenant 15-20 ans, une maladie. J'ai une spondylarthrite ankylosante. Donc c'est une maladie auto-immune qui finalement, de ce que j'ai lu, alors j'ai pas été trop dans les détails, à un moment donné, j'ai un peu abandonné, mais le corps s'attaque un peu à nous et nous rappelle un peu, que ça va pas. Et Mmh. c'est là que j'ai commencé aussi à regarder, comment je mangeais, ça a été vraiment, une bascule parce que bien évidemment quand on vous dit, «Bah oui, vous avez une maladie, vous allez devoir être traité», enfin tout de suite ça: «Ah! Non, c'est quoi? Ça veut dire quoi?» Et voilà, on se renseigne. Donc j'ai commencé à me passionner pour le jardinage, à mettre les mains dans la terre et rien que de mettre les mains dans la terre, ça faisait du bien. Et puis, bah, manger mes petits légumes sains, changer un peu, les proportions d'alimentation, enfin réfléchir à voilà, à essayer de retrouver ce qui fera du bien à mon corps et me fera moins souffrir. Et donc, bah, voilà, ça a été déjà un premier élément déclencheur. Et puis là, le deuxième, c'est l'arrivée de ma première fille, qui voilà, qui est forcément enfin, qui est souvent bousculant pour plein de monde. Et moi, ça m'a bousculé dans le sens où je me disais, bah, qu'est-ce que je donc voilà, là quelqu'un qu'il va falloir que j'accompagne un peu au début de sa vie là. Qu'est-ce que je vais lui proposer? Comment je vais faire? Et donc, bien évidemment, là, je parle de moi, mais bah, c'est une approche, collective, hein, familiale avec ma compagne Annelise, du coup. Et donc comment on fait pour faire au mieux pour elle, pour l'accompagner, qu'elle ait le plus d'outils possible? Et dans le monde là où on était là, puis moi en tant que du coup pour parler moi, enfin en tant qu'opticien, ça m'embêtait de lui dire, «Bah, voilà, ton papa il est opticien, il s'en va à 7h30 du matin, il rentre à 21h, et ils vendent des lunettes en plus, l'optique, alors c'est pas pour critiquer, je vais peut-être me mettre enfin de tous mes amis opticiens ados, mais enfin c'est quand même le symbole même de cette société de consommation à outrance là, où tout d'un coup on prône une deuxième paire de lunettes pour 1 € de plus. Alors on sait pas comment qu'elle arrive là gratuitement, puis une troisième, une lunette de soleil et puis on vous dit: «Ah il faudrait que vous changiez de lunettes tous les ans parce que là, esthétiquement, il faut que vous soyez à la mode» et puis on y met des belles marques et puis enfin, pour moi c'est vraiment le truc, et sur le moment, j'aimais bien, hein. Enfin, à 20-25 ans, j'aimais bien ce truc-là, aller challenger, vendre plus. Ah oui, on va gagner un voyage puisqu'on a vendu plein. Mais à un moment donné, ouais, ça m'a ouah, voilà, tout ça a bousculé s'est bousculé dans ma tête et je me suis dit: «Mais non, mais là, ça va pas. Moi, c'est pas ça que je veux quand même et c'est surtout pas ça que je veux proposer, à ma famille, enfin, ou à notre famille», ouais. Tu peux nous dire rapidement dans quel type d'environnement tu as grandi? Hem j'ai grandi, ouais, bah, j'essaie de trouver les justes mots. J'avais des parents ultra aimants, j'ai eu la chance mes parents étaient aux petits soins pour nous, vraiment aux petits soins.
On était, enfin, si je devais utiliser un mot, hein, couvés, tu vois, un peu même surcouvés, vraiment mis dans les meilleures conditions possibles de leur point de vue pour qu'on soit bien. Et forcément, ça a créé moi, quoi. Ça a créé moi avec ses avantages et ses inconvénients. Cette approche-là, elle a le mérite, enfin, autant d'amour, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est trop bien. Mais aussi, du coup, ça a créé quand même moi aussi un petit peu insécurisant. Dès que je sortais un peu de ce cocon-là, et ben tout était un peu angoissant, quoi. Alors c'est peut-être pas forcément que lié aussi à ce cocon familial. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en jeu. Mais en tout cas, voilà, ça a créé un Johan qui est plutôt effectivement qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin, voilà, qui est assez fragile sur la base, quoi. Et voilà, la paysannerie fait que là, je deviens de plus en plus, je me sens plus robuste. Oui. Voilà, puis l'aide, l'aide des autres, en fait, du collectif, enfin des amis, des animaux, de leur approche, enfin, ouais, tout ça, je me sens de plus en plus robuste et bien, du coup, d'ailleurs. Et sur le rapport à la nature, dans ton enfance, c'était très présent ou pas forcément? Et ben pour le coup, tu vois, j'ai des grands-parents qui étaient paysans du côté de mon père. C'était des paysans très pauvres. Alors pauvres économiquement, hein, parce que maintenant je me rends compte aussi à quel point ils étaient riches de cohérence et de simplicité de vie, d'être bien avec peu. Enfin, voilà. Mais c'était vraiment ce monde-là. Je sais que, par exemple, cette paysannerie-là, qui était quand même, faut être honnête, hein, très dure à cette époque, mon papa s'en est éloigné aussi. Et il avait pas envie lui en a souffert, je pense, dans sa Mmh. jeunesse, d'aller. Il me racontait d'aller prendre le fumier à la main, mais pendant des heures et des heures. On n'imagine même pas aujourd'hui à quel point ça pouvait être fastidieux, dur physiquement, éprouvant mentalement. Enfin voilà. Et puis il y a le nouveau monde là qui arrivait, le nouveau monde. Alors je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas ce monde un peu plus moderne là, avec notamment les machines agricoles, si on parle de l'agriculture, qui viennent simplifier un peu la donne. Et mon papa s'est plutôt orienté vers ça parce que ça se comprend aussi dans son histoire. Mais du coup, il a tout fait aussi pour nous préserver et nous préserver de cette dureté-là, ce monde-là. Donc, il était très content que j'aille plutôt devenir opticien ou voilà, et ça le rassurait, je pense. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est ancré génétiquement là, cette paysannerie-là, mais en tout cas, moi, des fois, je le vis comme ça. J'ai l'impression un peu, enfin, je me souviens de mon grand-père, alors il est mort assez jeune, mais je me souviens un peu d'un homme, voilà, costaud, un peu rustre comme ça, mais bien vivant aussi. Et ouais, je me retrouve de temps en temps un peu à me souvenir de ça. Et puis de l'autre côté, du côté de ma mère, c'était des grands-parents. Mon grand-père était maçon, donc pareil, enfin, le travail, il faisait des stères de bois tous les hivers et j'allais l'aider. Il y avait ce rapport-là aussi au travail, mais au travail, enfin, voilà, enfin, un travail qui avait du sens aussi, enfin, pour se chauffer, pour se nourrir, pour passer un bon hiver. Enfin voilà, il y avait ce Mmh. lien-là aussi au travail qui aujourd'hui me parle beaucoup. Oui. Des aspects alors basiques, mais tellement élémentaires. C'est-à-dire c'est comme une intelligence simple. C'est-à-dire que c'est absolument pas péjoratif ce que je dis, mais c'est justement, c'est réussir à se concentrer sur l'essentiel et il y a comme à ces époques-là, j'imagine qu'il y avait une espèce de rationalisation du temps et en fait, quand tu dépensais de l'énergie, c'était pas pour l'utiliser n'importe comment. C'était pour venir répondre à un besoin essentiel du foyer. Ah ouais, là, tu as très bien résumé, tu le dis vachement bien. Mais ouais, non, mais c'est carrément ça, c'est tout à fait ça. Et ouais, et ça me parle vraiment, 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 vraiment beaucoup ça. Heu, Dans ce monde-là, nouveau, là, ultra artificialisé avec, la modernité, je trouve ça ultra intéressant, il y a pas de doute, il faut pas non plus, se dire: «On va revenir à l'âge», enfin, non, mais effectivement, du coup, par contre, cette déconnexion et Claire en a parlé, je pense que Bien dans ses bottes vient répondre à ça. Enfin, c'est vraiment une envie profonde d'aller reconnecter les gens. Alors c'est pas reconnecter, jugeant, en train de dire, voilà, c'est proposer aux gens,
un endroit où on va, en tout cas, rassembler le plus d'éléments possible, le plus d'énergie possible, le plus de gens avec leurs compétences, leurs connaissances, pour arriver justement à remettre en avant ce que tu disais. C'est-à-dire, revenir quand même aux bases de la vie qui sont importantes, nécessaires, et surtout pas dans la sobriété, juste la sobriété pour la sobriété, parce que ça Mmh. fait pas rêver non plus, hein. Mmh. Claire l'a bien dit, à un moment donné, elle a utilisé le mot joie, fête, moi j'utiliserais la fête. On peut être bien et vivre juste simplement avec cette base-là d'éléments primaires là à prendre en compte. Oui, parce que, il y a un lien entre le fait de consommer et de pas se sentir bien, en fait, c'est-à-dire qu'on peut observer que les personnes qui ont des tendances, à la consommation de manière un peu compulsive, souvent ça évoque des choses de ces personnes-là. Moi, j'ai été dans cette optique-là à un moment donné de ma vie et en fait, souvent, ça vient combler quelque chose ou, enfin voilà. Ça révèle souvent, quelque chose de la personne. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, bien au contraire, mais ça veut dire qu'il y a, un travail et que ce ne sont pas des personnes qu'on peut juger. De toute façon, on est personne pour juger qui que ce soit, mais c'est souvent dans l'évolution et moi je l'ai vu de mon côté, le fait de prendre plus conscience de certaines choses m'a éloignée naturellement de, justement de la consommation. Hem, Claire, de ton côté, ton chemin est différent de celui d'Yoann. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, comment toi tu es arrivée à ce cheminement justement pour arriver à la création de cette association et même à hem, j'allais dire réorientation, mais c'est pas le mot. J'ai pas le terme qui me vient, pardon. La reconversion professionnelle. Reconversion. Merci. Alors, pour rebondir par rapport à ce que disait Johan aussi, dans le lien, on va dire, ancré à la nature, moi, j'ai grandi aussi dans une famille où, du côté, en tout cas, de ma mère, pareil, mes grands-parents, donc maternels, étaient des petits fermiers. Et pour le coup, on était souvent quand même presque tous les dimanches. Donc, ma mère vient d'une famille nombreuse et souvent, ma grand-mère invitait la famille, alors en petits groupes, parce qu'on ne pouvait pas tous rentrer dans la maison. Mais du coup, j'étais habituée aussi à être très régulièrement dans la ferme de mes grands-parents, donc avec ce lien aussi aux animaux. Hein, fallait aller voilà, ébouillanter les poules, les plumer. Il y avait tout ce qui était culture des patates. Donc ça, c'était aussi dit des corvées familiales, mais finalement qui étaient des moments exceptionnels parce qu'on se retrouvait tous et on adorait ces moments-là aussi de partage. Enfin voilà, il y avait quand même ce lien aussi pour moi dès tout petite très fort à la nature parce que ma mère ayant grandi dans ce milieu-là, même si on n'avait pas, nous, à la maison, de poules, etc., on avait quand même toujours ce lien, on va dire, au jardin, avoir des petits fruits pour faire des confitures, et puis beaucoup aller dans la nature, finalement. On n'avait pas trop... alors, on consommait parce que, voilà, dans les années 90, j'avais à peu près une dizaine d'années, on consommait de la télévision parce que, comme dit Johan, il y avait cette période aussi de modernité et puis des choses que mes propres parents n'avaient pas connues. Donc, ils étaient contents aussi de pouvoir offrir ça à leurs enfants, mais on a toujours fait des choses en nature, notamment avec ma mère, des balades en vélo, des balades à pied. On avait la chance aussi à l'époque de vivre dans un village où on pouvait partir très librement de la maison, en vélo, à pied, aller à la mare du coin, aller pêcher des tritons, faire des cabanes. Donc, moi, j'ai toujours cultivé ça. Et j'ai gardé ça, ce lien à continuer à aller me balader dans la nature, je l'ai toujours gardé. Et en fait, après, comme le décrivait Johan, dans mon métier, donc mon métier d'éducatrice spécialisée, enfin, je l'ai fait vraiment par vocation, avec cette volonté d'être dans la relation à l'autre, dans l'idée d'accompagner les personnes vers un mieux-être, tout simplement, quel que soit leur projet. Mais sur les dernières années où j'ai exercé mon métier, je me ressentais plus en accord avec la manière dont les institutions fonctionnaient, surtout. Et on perdait, pour moi, ce lien, comme tu le décrivais tout à l'heure aussi, Lauriane, à l'essentiel. Le fait de prendre le temps, de laisser le temps aux gens d'évoluer, de ne pas forcément être dans des projets qui nécessitent la consommation. Enfin, j'avais l'impression qu'on nous demandait, voilà, surtout d'occuper
occuper les jeunes, leur proposer des choses pour, voilà, peut-être les empêcher de penser, les empêcher de faire des bêtises, je ne sais pas, mais dans des choses qui n'avaient plus forcément de sens. Et puis, les métiers ont évolué aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous demandait de rendre compte de ce qu'on faisait, plus que de passer du temps finalement avec les personnes qu'on accompagnait. Donc, on pourrait en parler des heures, mais il y a eu toute une accumulation de choses qui ont fait que je me sentais plus vraiment en adéquation avec ce qu'on me demandait dans mon métier, déjà d'une part. Ça faisait plus sens. Et puis surtout, moi, j'avais envie de partager des choses avec les autres, justement, qu'on prenne le temps d'aller se balader ensemble, d'aller faire des choses simples, prendre le temps. Et aussi, personnellement, moi, je ressentais aussi le besoin d'être de plus en plus dehors, en nature. Parce que voir la nature par la fenêtre de mon bureau, sur les dernières années où j'ai exercé, j'avais quand même une grande partie de mon travail où il fallait que je rende des comptes et que j'écrive des choses derrière un ordinateur. Et moi, les dernières années, j'avais plus souvent le nez en train de regarder les petites mésanges derrière la fenêtre que d'avoir envie, voilà, d'être en tête-à-tête avec mon écran. Et donc, vraiment, il y a eu une accumulation de plein de choses. Et ce qui est important de souligner aussi là-dedans, en tout cas dans mon processus, c'est aussi les rencontres. Le fait d'avoir rencontré Johan, Anne-Lise, Nicole, Nico par la suite, enfin, tout ce petit réseau aussi qu'on s'est fait sur le territoire, on s'est dit, oh là là, mais en fait, on n'est pas tout seul à avoir envie aussi d'autres choses. Moi, je pense que ça m'a aussi beaucoup nourri pour me dire, allez, ils ont réussi à le faire. Pourquoi toi, tu pourrais pas aussi, puisque cette vie-là, entre guillemets, te convient plus ou te convient moins, pourquoi toi aussi, tu pourrais pas faire autre chose, quoi. Et donc ça aussi, je pense que ça, voilà, avec le recul, je me dis peut-être sans ces rencontres, j'en serais pas arrivée là, mais en tout cas, ça a nourri le fait de pouvoir me dire, mais toi aussi, tu peux t'écouter, écouter ce dont tu as besoin et reconstruire quelque chose avec lequel je sois plus alignée, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Complètement. Je voudrais apporter un élément complémentaire parce que, en fait, sur l'idée que, en fonction du milieu dans lequel on a évolué, on a plus ou moins des atomes crochus, des affinités avec certaines choses. C'est sûr que quand on a grandi dans un environnement où on avait déjà une première amorce avec la nature, avec ce cycle de vie, forcément, on peut se dire que ça peut aider par la suite, justement, dans ces prises de conscience-là. Moi, je suis un profil un peu différent. J'ai grandi dans un environnement plutôt citadin, alors petite ville, donc du coup, voilà, ça fait village agrandi, mais avec un rapport à la nature qui n'était pas forcément très évident. Alors oui, je suis allée aider mon grand-père à gérer certaines choses dans le jardin ou aller au bois, mais c'était de manière très anecdotique. Et puis, c'était des campagnes qui n'étaient pas trop campagnes, c'était moitié ville, moitié campagne. Et du coup, moi, j'ai grandi et évolué avec un rapport à la nature qui était très, très loin de moi, vraiment loin. Et j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer mon conjoint qui, lui, était complètement l'opposé et qui fait qu'au départ, on aurait pu se dire « Waouh, ils ne sont pas du tout compatibles ». Mais son rapport à la nature, et au début, je me sentais vraiment un peu cruche, en fait, parce que lui, il a vraiment grandi de manière très, très proche de la nature. Et en fait, moi, alors, lui avait une connaissance du monde citadin et de certains codes que moi j'avais, et lui, il avait l'inverse du côté nature. Ce qui fait qu'on s'est apporté mutuellement, mais que du coup, maintenant, je vis dans un environnement beaucoup plus proche de la nature, et je vois progressivement, au fur et à mesure du temps, ces petites pointes de curiosité qui progressivement me reconnectent. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on a grandi dans un environnement très éloigné ou qu'on ne s'est jamais senti attiré qu'on peut pas avoir justement ce cheminement qui intervient. C'est-à-dire qu'on peut se sentir un petit peu freiné parce que franchement, moi, il y a des moments où j'avais honte, je me sentais vraiment bête, hein, parce que c'est des choses qui sont censées être basiques, qui sont censées être acquises. Mais encore aujourd'hui, il y a plein d'arbres. Alors, il me dit, ça, c'était l'arbre. Il y a certains arbres que je reconnais, il y en a plein que je ne reconnais pas. Et je pose des questions très basiques. Et en fait, je me suis dit, tu t'en fous, en fait. Pose des questions et c'est comme ça que tu apprendras et c'est comme ça que tu comprendras un peu mieux. Et ça prend du temps parce que, bon, je ne passe pas mon temps dehors non plus. Et je retiens pas toujours tout non plus, mais c'est quelque chose, c'est comme une petite lumière qui se rallume progressivement.
et qui fait que pour le corps, d'un point de vue vital, c'est comme si ça créait une reconnexion qui réveillait parce que on voit, enfin, j'observe beaucoup les personnes dans des environnements publics. On voit beaucoup de fatigue, on voit des visages qui portent beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. Il y a du poids sur les épaules et il y a cette espèce de mode automatique. Et ça, j'en ai pris conscience quand j'ai quitté un emploi que j'occupais. C'est comme si on montait tous les matins sur une... moi, j'ai l'image d'une usine où le produit, hop, il est posé sur le tapis, hop, il intervient là, il intervient de l'autre côté, puis de l'autre côté, et puis tous les jours, ça recommence. Et du coup, on ne peut pas penser. La crise sanitaire en 2020 a été un élément très fort pour beaucoup de personnes parce qu'on a pu se réentendre penser, parce qu'on a pu prendre le temps de regarder le soleil qui arrivait à tel endroit dans le jardin et que cette lumière-là, on ne l'avait jamais vue. Et du coup, tous ces éléments-là, c'est des éléments que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui sont dans cet état d'esprit-là et d'autres pas encore. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. Et au-delà du fait de trouver un intérêt parce que c'est des sujets qui nous intéressent ou pas, il y a quand même, je trouve, cet enjeu vital du corps qui se meurt un petit peu, faute d'être respecté dans son rythme et faute d'être en lien avec ces éléments. On le voit, on n'est pas bien, on est énervé, on est fatigué, on va se promener en forêt, tout de suite, l'énergie change. Et donc, il y a aussi cet enjeu vital, sans être alarmiste, mais qui est pour moi très, très important. Si je peux rebondir là-dessus, tu soulignes quelque chose de très important. Je pense qu'on a quelque part en tête aussi, nous, dans cette association, c'est de ce rapprochement finalement entre la santé et l'environnement. Et ça, il y a beaucoup d'études aussi qui le montrent, qui le prouvent. Ce que tu évoquais sur le fait d'aller se balader, d'être en nature, d'être en forêt, de capter tout ce qui se passe là autour de nous. Enfin, il y a des vrais impacts sur la santé. Il y a même des pays qui ont commencé à faire des prescriptions de bains de forêt, enfin de ce type d'outils comme ça thérapeutiques, parce que effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment des forts impacts sur le diabète, tout ce qui est aussi l'obésité, enfin voilà, qu'il y avait vraiment des grands enjeux aussi sanitaires à ce que les gens sortent plus effectivement dans la nature. Donc moi, ça, j'en suis persuadée. Et ce que tu décris, moi, je sais que c'est une ressource que j'ai qui est hyper importante. S'il y a des moments où j'ai en moi comme ça de l'anxiété, je vais marcher dans la forêt. Il y a même des moments où je peux me dire, je prends le temps, je m'assois contre un arbre, j'écoute les oiseaux, j'observe ce qui se passe, je pose mes mains dans la mousse. Enfin, voilà, tout ce côté aussi très sensoriel qu'on peut avoir avec les éléments naturels. Ne serait-ce que ressentir la pluie sur son visage. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance à se dire il pleut, je sors pas, etc. Mais en fait, tous ces éléments-là aussi naturels, ils font qu'on se sent vivant à un moment donné et on se reconnecte aussi à soi et on prend le temps aussi de s'écouter. Mais ça, c'est des enjeux qui sont vraiment importants. Et un autre enjeu aussi que je vois là dans ce que tu as décrit par rapport à peut-être ces personnes qui sont aussi tristes, seules ou en perte de sens, c'est peut-être des gens aussi qui se sentent isolés. Et c'est aussi cette volonté-là qu'on a dans ce qu'on veut créer par la suite, c'est pouvoir aussi aller chercher peut-être ces personnes qui sont isolées ou qui ont peut-être non plus pas la chance, alors que ce soit des gens qui sont éloignés physiquement de la nature ou empêchés peut-être par leurs conditions. On pense à des personnes en situation de handicap, des personnes vieillissantes, mais de pouvoir aussi peut-être leur permettre soit de retourner vivre des expériences et de partager des expériences en nature, ou peut-être de ramener la nature vers elles, parce que ça peut avoir cet effet-là quand même thérapeutique de mieux-être, de mieux-être, voilà, pour parler très globalement. Ça me fait penser à, quand tu évoques tout ça, moi je vois le rapport qu'on peut avoir comme à un enfant, c'est-à-dire que comme un enfant qui découvre le monde, en fait, pour moi, le fait d'aller vers la nature, c'est si on a envie de s'allonger dans un pré sous la pluie,
on peut le faire parce qu'en fait, peut-être c'est rigolo, c'est une expérience sensorielle et puis on vit quelque chose, etc. Si on a envie de passer à la loupe tout le tronc d'un arbre parce que ces courbes ou les lignes que ça forme sont magnifiques, il y a quand même dans tout ça le regard des autres qui est toujours un peu lourd et on a été plus ou moins forgé dans une société où l'image était très très forte. Et aujourd'hui, le fait de se dire mon champ de folie, il peut s'exprimer autant que je le souhaite dans la nature à partir du moment où on est évidemment respectueux, mais d'avoir cette fantaisie, cette joie un petit peu naïve de oh, tiens, je vais découvrir l'odeur d'une feuille et puis je vais essayer de faire ça, puis je vais essayer de faire ça et se laisser en fait tout simplement guider sans forcément chercher à savoir si c'est bien, si c'est pas bien, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Y aller, tout simplement se laisser aller et puis vivre le moment. Si on a envie d'être allongé au lieu de faire une rando, on s'allonge sur un tas de feuilles, on s'allonge. Si on a envie d'écouter au creux d'un arbre, si on entend quelque chose qui circule ou pas, il faut avoir cette approche, je pense, d'ouverture et de redécouverte, comme si on était un enfant qui n'avait jamais vu, en fait, tout ça. Tout à fait. Et j'ai envie de te dire, comme si on était un enfant, pouvoir effectivement s'émerveiller, mais pouvoir aussi permettre aux enfants et à cette génération actuelle. Alors, je veux pas, pareil, comme disait Johan, faut pas voilà, caricaturer non plus les choses, mais dans ce qu'on observe aussi autour de nous, enfin, moi, pour avoir rencontré divers enfants ou adolescents dans des écoles ces derniers temps, euh, on sent aussi que les enfants ont du mal à s'émerveiller de ce genre de choses aussi justement simples ou d'oser en tout cas comme tu disais d'oser dire bah ouais moi ça m'intéresse en fait d'aller effectivement gratouiller la terre pour voir un peu quels êtres vivants vivent dessous. Il y a ce côté là aussi où le regard des autres forcément joue mais euh, mais pour certains vraiment ils ont quand même un peu perdus, peut-être parce que justement, ils n'ont pas baigné dans une éducation, un environnement qui leur a permis de s'intéresser à ce qui les entourait, à l'extérieur. Mais on sent aussi, enfin ça c'est une de nos préoccupations, on sent qu'il y a quand même ce besoin pour certains enfants, et c'est important aussi que ça se passe, justement, qu'on puisse nous leur offrir peut-être quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver autour d'eux, ce besoin de se réenchanter voilà, du vivant, de s'émerveiller face à la nature, de prendre le temps de la contempler, parce qu'il y a quand même un fléau dans nos sociétés actuellement, c'est quand même tout ce qui est en lien avec les écrans, l'omniprésence voilà, des réseaux sociaux qui font que ben, les jeunes ont, alors encore une fois, pas mettre tout le monde dans le même panier, on est d'accord, mais qu'il y a quand même un renfermement et du coup, quand même, les enfants sont de moins en moins quand même dehors, quoi, à jouer dehors, à expérimenter dehors. Et, et ça, voilà. Je pense que c'est important aussi, en tout cas, dans nos propositions, dans nos idées, on a envie aussi de s'adresser à tous les enfants. Peut-être si on pouvait, comme tu disais tout à l'heure, rallumer un petit peu la flamme, l'étincelle, leur donner cette envie d'être plus curieux, ben ça, ce serait déjà super, quoi. C'est pour moi retrouver la connaissance par l'expérience, en fait. Parce Par que l'expérience l'expérimentation et le lien affectif finalement, les émotions qu'on va pouvoir ressentir à être dans la nature, à aller, comme tu disais, caresser un arbre, observer un oiseau, enfin voilà, toutes les émotions que ça va procurer, ce lien sensible-là qu'on va pouvoir créer, c'est ça qui va donner aussi après envie aux enfants ou aux autres personnes d'y retourner et de recommencer. ça crée aussi un élément qui me semble assez important, c'est l'ancrage. C'est que ce que tu décris sur les écrans, je pense que aussi les adultes enfin tous les humains sont sensibles à ça. Et progressivement, sans s'en rendre compte, ça crée comme une espèce de réalité alternative. Où finalement, comme le regard, il est toujours face à un écran, parce que en général, même aussi dans le travail, il y a beaucoup d'écrans. Du coup, ça crée une espèce de réalité où on est là, on n'est pas là. Et parfois, surtout sur les plus jeunes, hein, ça peut créer, on commence à le percevoir, des problèmes de dissociation entre la fiction et la réalité, en ce qui se passe vraiment. Et ça agit même sur les réflexes archaïques des individus. Et le fait de
se rapprocher de la nature, ça vient vraiment ancrer une forme de réalité concrète et multisensorielle. Parce qu'il y a cet instant, on n'a pas la notion du temps, sauf évidemment avec le soleil qui évolue au fur et à mesure de la journée, mais il évolue lentement de notre point de vue d'humain. Mais on n'a pas ce rapport au temps, on n'a pas ce rapport au fond sonore, au bruit qui peut être assez important. On n'a pas cet effet d'enchaînement d'informations perpétuelles, de sursollicitation, etc. On a les odeurs, on a les bruits, on a tout cet environnement qui, du coup, peut créer un ancrage vraiment concret dans la réalité et qui peut aider un certain nombre de personnes, enfin, qui est vital pour tout le monde, mais pour des personnes, justement, qui peuvent être dans des difficultés. Le fait j'imagine, vous allez me dire si dans les préconisations ça vous paraît crédible, mais le fait d'aller se mettre 15 minutes tous les jours dans la forêt et d'être là à observer, contempler et juste à regarder ce qui se passe, j'imagine que sur des profils, alors pour tout le monde c'est bénéfique, mais sur des personnes qui sont par exemple dans des difficultés de burn-out ou des choses comme ça peut clairement faire la différence. Ouais, du coup, je vous rejoins entièrement. Et alors, c'est ce qui fait aussi la complémentarité dans notre association. Je pense que là, par exemple, Claire, elle le dit très doucement. Et d'ailleurs, Lauriane, mais moi, j'ai quand même, enfin, quand on parle vraiment de ça, de ce rapport aux écrans, des premières choses qu'on propose aujourd'hui à nos enfants, de comment on les accompagne dans leur début de vie, comment on accompagne les gens dans leur fin de vie aujourd'hui dans notre société. Enfin, moi, alors, je sais pas si je suis beaucoup plus en colère que vous, ou si je suis, j'en sais rien, mais je serais quand même vachement plus dur, malgré tout, avec l'envie de proposer des choses de façon souple et tout ça, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il y a les élections municipales, il y a toute l'approche un peu politique de proposer un autre monde, de machin, des trucs. Mais à un moment donné, ça va peut-être passer par des associations, ça va peut-être passer par des mouvements collectifs à l'échelle de petits territoires. Mais il va falloir quand même que ça change à un moment donné, ce rapport justement là, en tout début de vie, et ce rapport à la vie. Enfin, moi, je suis beaucoup plus dur dans la façon de voir les choses. Alors, est-ce que c'est le côté masculin aussi, peut-être? Je ne sais pas comment on vit les choses par rapport à notre genre. Mais en tout cas, ouais, moi, ça me met vraiment en difficulté de voir ces jeunes-là autant. Enfin, je dis toujours, on est en train de créer un monde hors sol, j'ai l'impression. Alors, effectivement, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas caricaturer, il faut pas. Mais quand même, ouvrons les yeux, quoi. Je veux dire, là, c'est quand même violent comme truc. C'est ce téléphone portable qui est dans l'avant-bras des gens maintenant. Enfin, ouais, moi, c'est vraiment dur, oui, même de parler de ça. J'arrive même pas à trouver vraiment bien les bonnes formes pour exprimer exactement ce que je voudrais dire. Euh, il y a moyen de sortir de ça, et je pense qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça joyeusement. Enfin, on le voit bien là dans notre vie au quotidien avec nos jeunes enfants qui grandissent, qui sont dans cette société-là, où, par exemple, au collège, là, on demande aux jeunes de faire maintenant leurs devoirs sur les écrans, et ils y passent un temps, mais de dingue. Et du coup, ils rentrent de l'école où ils passent 1 heure devant l'écran parce qu'ils doivent faire le. Et c'est pas. On aura beau faire tout ce qu'on veut quand même, nous autour, tant qu'il y aura ce modèle-là ultra connecté, ultra hors sol, on n'arrivera quand même pas. Tout à l'heure, Claire le disait sur le fait que les jeunes ont du mal à s'émerveiller. Mais tout à l'heure, tu voulais prescrire 15 minutes de Lauriane. Je trouvais ça, bien évidemment, c'est ultra intéressant. Mais je rejoins Claire sur ce qu'elle disait, c'est qui va, enfin, est-ce qu'ils vont y aller par la contrainte? Est-ce qu'ils vont y aller comment on va mettre ça en forme? Enfin, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a vraiment un changement profond à avoir. Comment le faire, ce changement-là? Je t'avoue, j'ai pas les éléments. Si je les avais, enfin, je le mettrais en forme sur un truc et j'essaierais de trouver d'autres solutions. Mais il y a quand même une réflexion à avoir, et je pense que l'association Bien dans ses bottes, elle vient répondre à ça aussi, clairement. On a envie que ça change, on a envie d'agir, on a envie de faire sortir cette colère collectivement, essayer de comprendre aussi les enjeux. Tout à l'heure, tu parlais des gens en ville. On aurait besoin d'ailleurs enfin, là, dans notre association Bien dans ses bottes, on est quand même à côté d'Épinal, mais on est dans un milieu très rural quand même. Et du coup, on a notre expertise à nous, plutôt ruraux.
Et on aurait besoin peut-être aussi d'être accompagné dans la création de biens dans ses bottes ou d'autres d'ailleurs énergies dans ce type-là par les gens qui ont un quotidien un peu différent, typiquement en plein centre-ville de Paris, ou j'en sais rien, pour aussi avoir leur point de vue par rapport à ça, pour essayer justement de proposer vraiment des alternatives un peu plus globales et réalistes dans tous les environnements. Parce que c'est pareil, nous on propose ça dans notre forêt vosgienne, c'est confortable, enfin on peut le faire. Est-ce que vraiment c'est possible de faire ça pour des gens qui habitent en centre-ville? C'est peut-être plus complexe. Donc ouais, il y a vraiment tous ces aspects-là qui me paraissent à prendre en compte. Et ouais, j'ai envie d'agir et voilà, de continuer à agir en tout cas, moi, ce qui me paraît vraiment ultra important, c'est le collectif, la diversité, la diversité dans un écosystème qui peut faire la richesse et surtout après la robustesse d'un système. Et je pense que, enfin, on pourrait l'imaginer à toute échelle. Là, moi, je réfléchis beaucoup sur la ferme, par exemple, à essayer de faire attention aux petits auxiliaires de culture, de faire attention, et d'essayer de créer un équilibre qui soit vraiment vertueux, que plus il y a de vie, plus il y a de vie, enfin, et ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être réfléchi dans plein d'écosystèmes finalement. Et, euh, et, et du coup, voilà, j'invite tous ceux qui ont plein de bonnes idées à venir vers nous pour qu'on réfléchisse à tout ça. Après, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, alors en effet, on n'a pas la même manière d'exprimer le constat, mais on se rejoint évidemment. C'est qu'en observant un petit peu, j'avais fait cette prise de recul il n'y a pas très longtemps sur les générations qui nous ont précédés. C'est-à-dire que si on regarde nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il s'est passé des choses incroyables, à une évolution, mais à une vitesse incroyable. Et aujourd'hui, on peut réussir à enclencher ces nouvelles dynamiques et à amorcer quelque chose de nouveau parce que qu'importe la taille du mouvement, il y a plein de prises de conscience qui se font peut-être de manière un peu éparpillée. Et il y a quelque chose qui se passe quand on voit le film de Vincent Munier, pardon, le Chant des forêts. C'est magique parce qu'en fait, lui, à sa manière aussi, amorce ce cheminement. En tout cas, ce que je me dis, moi, c'est qu'on peut être reconnaissant et moi, je remercie nos générations, nos ancêtres parce que leur travail, leur acharnement sur le fait de mettre de l'énergie pour apporter l'essentiel, etc., nous ont permis d'avoir les conditions aujourd'hui pour pouvoir avoir cette énergie, pour pouvoir avoir cette maturité, cette vision, cette ouverture d'esprit qui est nécessaire pour l'évolution de la vie du point de vue humain, mais bien plus large, pour l'évolution de la vie au sens large. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... On n'en avait pas parlé, je trouve que c'était important d'évoquer ça parce que dans cette évolution, dans ce schéma d'évolution, évidemment, le fait d'intégrer nos ancêtres, ça vient aussi reprendre ce cycle. Et en fait, qui du coup amène ce timing où en fait, oui, il faut que ça bouge, oui, il faut que ça change. Et ce que vous avez évoqué, que je trouve vraiment très, très parlant et qui, moi, me plaît beaucoup, c'est le fait de faire avec, de suivre un élan initial et non pas de lutter contre. Ça, je trouve que c'est vraiment important parce que je pense qu'au-delà des conditions qui nous ont été offertes pour pouvoir vivre, nous, nos vies avec une facilité relative, parce que certes, on a d'autres éléments qui sont venus se greffer et qui rendent parfois la vie un peu difficile, mais le fait d'avoir... ça nous permet de créer cet élan et de pouvoir justement enclencher cette énergie dont on a besoin. Parce que alors après, il y a plein de croyances différentes qui amènent le fait que le monde est en train d'évoluer. Il y a différentes pratiques qui disent que cette année 2026 est une année de changement, de nouveaux cycles. On peut croire ce qu'on veut, la numérologie, l'astrologie, qu'importe. Concrètement, on le voit dans la société, il y a des choses qui se passent et il y a aussi des êtres qui changent beaucoup. Et moi, j'ai l'impression, alors après, c'est peut-être le phénomène
égotique de ma génération, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses. Moi, de mon jeune âge, plus ou moins, j'ai connu beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, beaucoup de rapports au travail, de rapports à l'économie. Depuis que je suis toute petite, on nous dit que c'est la crise, que c'est la catastrophe. On a vécu dans une époque un peu particulière. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai élan d'optimisme, malgré le constat qui est peut-être un peu difficile et un peu lourd parfois. Mais il y a cette énergie de vouloir faire évoluer sans forcément marcher sur ce qui a été fait avant, sans remettre en question, mais juste en prenant les composantes actuelles et les voir autrement et les utiliser mieux que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, même si on a dressé des fois un tableau un peu noir voilà, des nouvelles générations, c'est vrai qu'il y a aussi plein de mouvements intéressants qui sont en train de naître et on en a rencontré autour de nous des jeunes qui ont 20, 23 ans, qui sont très engagés dans des associations militantes, écolo, enfin voilà, qui ont envie eux aussi de vivre autrement, d'impulser des nouvelles dynamiques. Donc oui, il y a aussi effectivement, et dans la jeunesse, un élan qui est là à saisir et à encourager. Ça, c'est sûr. Et je voulais rebondir aussi par rapport à ce que tu disais sur le respect de nos aînés, le fait de remercier aussi ce que nos aînés ont pu nous transmettre et ce qu'ils ont mis en place. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous tiendrait à cœur dans l'association, dans ce qu'on pourrait proposer, qu'il y ait aussi ces échanges intergénérationnels. Parce que ça, c'est hyper porteur. On le disait tout à l'heure, par exemple, en tout cas, là, nous trois, mais c'est le cas aussi, je pense, pour beaucoup de personnes de nos âges, à peu près. On a tous voilà, eu des grands-parents qui ont fait du jardin, voilà, qui ont eu un lien à la terre, etc. Il faut se dire que ces personnes-là, voilà, elles ont maintenant un certain âge et elles ont encore plein de choses à nous transmettre. Et les jeunes d'aujourd'hui, mis à part les parents, enfin les enfants de Johan et Annelise et bien d'autres aussi qui ont des parents qui sont des jeunes paysans et de jeunes agriculteurs, vont avoir cette chance de pouvoir grandir dans cet environnement, mais on sait que de moins en moins d'enfants vont connaître ça dans leur entourage, quelqu'un qui sera paysan ou qui aura ce lien-là à la terre. Et du coup, de faire se rencontrer des personnes qui ont connu le fait de devoir cultiver soi-même ses légumes pour s'alimenter avec des enfants qui savent pas forcément reconnaître ce que c'est encore un légume, enfin voilà, qu'il y ait ces temps-là d'échange, de rencontres. Ça, je pense que c'est super, super important et super riche, et de pas forcément justement penser qu'on va s'adresser que à des personnes qui sont déjà finalement un peu convaincues, qui sont déjà sensibilisées, mais c'est comment on donne envie à des personnes, ça va être ça aussi l'enjeu de notre association, comment donner envie à des personnes qui sont pas forcément, qui partagent pas forcément ces valeurs-là, qui sont éloignées de tout ça, comment leur donner envie de revenir nous joindre et de se rencontrer tous ensemble et de pouvoir se transmettre des choses, partager des choses et en sortir tous finalement plus nourris et plus grandis, quoi. Ouais, du coup, je te rejoins, Claire, aussi, puis pour parler un petit peu, effectivement, de l'élan qu'il peut y avoir. Moi, je fais encore une fois le lien avec la nature, mais un orage de grêle dévastateur, en 3 minutes, il ravage tout, ça, il n'y a pas de doute, je l'ai vécu, je l'ai bien vécu. Par contre, derrière, la puissance aussi de la nature, alors effectivement, ça peut paraître encore un peu bisounours, comme je disais tout à l'heure, mais c'est quand même la réalité, hein. C'est-à-dire que le vivant, la vie, elle est d'une puissance incroyable. Euh, et euh, et en très peu de temps, on peut détruire une forêt, mais aussi derrière, on peut voir un truc magnifique tout d'un coup sortir de terre, la vie reprend, enfin, et reprendre très vite, très fort et très puissamment. Et du coup, ça me parle vraiment sur cette approche-là là, de petits territoires, notamment à la ferme, là, suite à la grêle, par exemple. Mais ça me parle aussi, nous humains. Enfin, quand on parle d'élan, là, la création de notre association Aide Producteur,
a pour but surtout d'organiser un marché de producteurs qu'on a créé dans le village d'à côté. Et ce marché de producteurs, où on était au tout début 2 ou 3 producteurs, on est maintenant une quinzaine. Il y avait une vingtaine, une trentaine de clients par semaine au début, on est plutôt à 300, 400 maintenant. Et l'énergie et la puissance de ce moment-là, du samedi matin de 10h à midi, est incroyable. Et les remarques des gens qui viennent sur ce marché-là nous dire: «Mais oui, enfin, waouh, on sent la vie là chez vous». Enfin, c'est aussi ultra incroyable de voir cette force collective qui se crée en si peu de temps, parce que mine de rien, ça fait 5 ou 6 ans que le marché est créé. Et, et du coup, cet élan de solidarité, de partage, parce qu'à travers ce marché-là, après, c'est un prétexte, hein. Les gens, ils viennent là, mais ils viennent là pour, certes, chercher leurs produits et se nourrir pour la semaine, mais aussi pour, voir leurs voisins, pour discuter, alors, aussi bien des choses qui vont bien comme les choses qui sont un peu plus dures. Et derrière, ce noyau-là de vie donne envie et du coup devient de plus en plus gros et costaud et robuste, comme je disais tout à l'heure. Je pense que cette notion de robustesse, moi, elle me parle vraiment beaucoup. Et on voit bien que cette robustesse-là, elle est vraiment liée à la diversité, à pas être tout seul dans son coin, et à la diversité dans tous les sens du terme. On a créé un petit truc un peu symbolique. C'est aussi sur le marché, c'est un petit cahier qui répertorie toutes les compétences, les connaissances de chacun. Et du coup, quand on a besoin d'un élément ou même d'un outil, on peut aller voir sur ce petit cahier-là qui a quoi sur notre petit bout de territoire. Et ça, ce petit outil-là, c'est aussi un exemple de, de cette notion-là, justement, de robustesse collective et de prendre voilà, le meilleur de chacun ou ce qu'a chacun pour en faire, un bien commun et après, du coup, réussir à se faire que ce commun-là, il soit mieux. Et ça nous parle. Et je pense que vraiment, l'idée de la création de Bien dans ses bottes va vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire aussi de pouvoir rassembler et mettre en forme, mettre en vie la puissance de la diversité collective autour de nous et de rendre ça vraiment dans une entité, une unité territoriale qui peut vraiment répondre aux problématiques qu'on a dit tout à l'heure, à la problématique d'être seul dans son coin, à la problématique du réchauffement climatique, parce qu'on consomme différemment, parce qu'on voit différemment, parce qu'on mutualise plein de choses. Et ça me parle vraiment. Dans ce que vous évoquez, juste pour amener un peu de nuance, parce que parfois on pourrait mettre cette étiquette-là sur cette approche de récession, de revenir en arrière. Et il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Et moi, je pense que le fait de justement revenir à une consommation plus raisonnable, raisonnée, le fait de consommer des produits peut-être qui viennent de plus proches de chez nous plutôt que de l'autre bout du monde, le fait d'être un peu plus en conscience sur l'environnement qui nous entoure n'est pour moi pas une voie de récession en fait. Bien au contraire, c'est une évolution parce que évolution ne veut pas dire toujours plus loin, toujours plus, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une ère où technologiquement, on a énormément de choses. Alors oui, il y aura toujours des inventions qui pourront aller plus loin, mais l'évolution, elle ne concerne pas que la technologie et les outils qui nous entourent. Elle nous concerne aussi nous, en tant qu'individus. Et je trouve que le fait, ce que vous mettez en avant comme valeur avec l'association Bien dans ses bottes, c'est comme un outil d'évolution personnelle et collectif. C'est-à-dire qu'en mettant en place des petites choses, en étant plus conscient d'autres choses, en fait, on va avoir une évolution intérieure vers peut-être un sentiment de mieux-être, mais aussi le fait d'être dans cette nouvelle énergie qui évolue, qui se diffuse autour de nous, va permettre de s'éparpiller, de se diffuser de manière plus large, et donc faire évoluer. Parce que souvent, par exemple, on est dans une famille et qu'on va évoluer vers quelque chose,
souvent la famille va s'intéresser, essayer de comprendre. Et ça crée des élans qui, progressivement, peut créer vraiment quelque chose de très, très grand. Et on n'a pas besoin de quitter son appartement en ville et de s'installer en plein milieu de la campagne pour avoir cette évolution-là. Parce qu'il y a aussi cette idée reçue-là sur ah ouais, ok, bon, bah, du coup, je peux plus rien acheter, il faut que j'achète les carottes du paysan d'à côté, et puis du coup, bah, il faut que je déménage à la campagne parce que sinon, je suis pas dans mon monde, etc. Évidemment, cette société-là, elle a évolué. Il y a des composantes avec lesquelles on doit continuer de faire parce qu'on n'a pas tous la possibilité de changer de travail pour quelque chose de plus aligné, etc. Et on n'a pas tous l'envie aussi parce que le rapport au travail, il est propre à chacun. Mais c'est l'idée d'équilibrer les composantes, pas faire tout en déconnexion avec des écrans, avec un travail qui nous fatigue, avec une déconnexion de soi, mais équilibrer les éléments. C'est ce que je dis à mon fils souvent. Qui est adolescent, avec les écrans, ça le titille, quoi. On sent que l'addiction peut vite arriver. Et je lui dis, tu peux regarder des programmes sur YouTube qui t'apprennent pas grand-chose, on va dire ça comme ça, à condition de regarder à côté, ou de lire, ou d'équilibrer. Tout est une question d'équilibre, en fait. Il n'y a pas besoin de changer de vie. C'est juste retrouver un équilibre avec une journée dans laquelle on va avoir des composantes différentes parce que ça va nourrir des parties de nous différentes. Certaines vont répondre à des besoins primaires de pouvoir payer ses factures ou voir d'autres besoins primaires de bien-être avec son corps, avec son être, etc. Ouais, bah, tout à fait. Moi, c'est vraiment la création d'un écosystème équilibré. Et l'écosystème, en fait, il est à construire par chacun, en fonction de où il est, où il en est, ouais, ça me parle énormément ce que tu viens de dire. C'est évident. Et bien évidemment que là, bien dans ses bottes, vient pas là comme moralisateur en disant bah ouais, il faut mettre des bottes et mettre les mains dans la terre pour faire que ça va mieux. Non, c'est pas ça du tout l'idée. C'est effectivement voilà, proposer en tout cas des outils, des endroits, des espaces, enfin pour pour avoir le plus possible de robustesse face à ce monde, face au monde qui nous est présenté. Mm. Oui, je pense que c'est ça. L'idée, c'est que nous, on a une forme de message, des convictions, des valeurs, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert justement à d'autres messages et à d'autres valeurs et d'autres convictions, parce que ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de promouvoir aussi les compétences et les talents de chacun. Et effectivement, quelqu'un qui ne partagerait pas forcément les mêmes convictions que nous, enfin, ça n'empêche pas de venir nous rencontrer et de nous dire pourquoi, par exemple, lui, c'est important d'avoir ce temps sur son ordinateur, ce que ça peut lui apporter. Et voilà, on n'est pas fermé non plus à ce qu'il y ait ce genre d'échange. Et après, dans ce que tu disais aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi encourager des petits pas parce que, comme tu le dis, tout le monde ne peut pas et n'a pas les moyens de pouvoir complètement bousculer sa vie, n'en a pas forcément l'envie. Et ça, on doit aussi les respecter. Mais justement, si on propose des choses qui sont dans la gaieté, dans la joie, dans quelque chose où justement on reste tolérant et on accepte aussi cette différence et cette diversité, eh ben, c'est peut-être comme ça aussi qu'on peut ouvrir la voie à du partage. Et peut-être que cette personne pour qui, bah voilà, aller passer, comme tu disais tout à l'heure, aller s'allonger dans l'herbe sous la pluie, ça va paraître complètement hallucinant. Bah, peut-être que petit à petit, ça lui donnera envie et qu'à l'inverse, ben voilà, peut-être que moi, avec cette personne-là, je vais être contente de partager, je sais pas, une partie de jeux vidéo parce qu'il m'aura aussi initié à ce qui lui plaît. Enfin, j'en sais rien. C'est aussi ça, c'est aussi de laisser place à la rencontre, tout simplement, quoi. Et est-ce qu'il peut se produire, voilà, dans la rencontre. Il y a quelque chose en trame de fond qui est quand même assez puissant, qui est un peu cette flamme de vie qui est parfois un petit peu éteinte parce que
on le voit quand il y a des drames qui se passent en société, on a cette solidarité qui s'active, on ne sait pas trop d'où ça sort, tout comme dans les familles, quand il y a un décès, tout le monde est très proche, et puis parfois, hop, on repart, et puis on s'éloigne. Le fait, justement, de pouvoir avoir, alors oui, certains peut-être un peu plus, comment, médisants diraient que c'est un peu le monde des bisounours, mais moi, je veux bien y adhérer quand même, parce que je trouve ça chouette, et je pense que c'est possible. Évidemment, il y aura toujours des gens qui seront parfois de mauvaise humeur et qui n'auront pas toujours envie et qui ne seront pas toujours d'accord. C'est pas grave, en fait. On peut tout à fait vivre les uns avec les autres, avec des avis différents sans être dans la guerre et l'opposition. Et le fait d'avoir des espaces où les gens ils peuvent être valorisés, ce que tu disais sur le carnet de compétences, ça valorise les personnes. Il y a plein de personnes qui sont très isolées et qui parfois perdent un peu le sens de la vie parce que ils sont confrontés à de moins en moins de monde et puis du coup ils communiquent moins et du coup ça fait que ça amène de la difficulté. Et donc se sentir valorisé, se sentir dans un environnement où on peut tout simplement être bienveillant, gentil, et où on peut échanger sans avoir peur d'être jugé. Parce que moi, j'observe quand même qu'on a tendance, et très souvent, il y a des carapaces qui se mettent en place et tout le monde a un peu peur de tout le monde parce qu'on a des médias qui nous expliquent très régulièrement qu'il y a de la dangerosité, de l'insécurité partout. Elle est là, certainement. Je ne remets pas en cause le fait que ça existe, mais peut-être le fait qu'on focus notre énergie sur des éléments qui vont plus nous nourrir et nous élever et nous permettre d'être en joie tous les jours plutôt que d'être dans la terreur, la peur et l'anticipation du pire. Cultiver le positif, l'optimisme et l'espoir plutôt que de toujours pointer effectivement ce qui va mal, même si c'est compliqué comme exercice, hein. C'est pour ça que la force du collectif, là, elle est importante parce qu'on a tous nos moments où on est moins bien, on y croit plus, on y croit moins, on a envie de baisser les bras, mais voilà, quand on n'est pas tout seul, on peut saisir effectivement l'optimisme des autres. Et c'est ça aussi la force de notre groupe, là, pour l'instant, de notre noyau à 5, c'est que Johan le disait aussi, on a chacun nos personnalités, on n'est pas toujours d'accord non plus. Et on a chacun nos moments de doute, mais on a toujours quelqu'un dans le groupe ou plusieurs personnes dans le groupe pour nous soulever, nous porter. Et c'est ça aussi qu'on a envie de créer dans l'association, que les gens puissent ressentir ça aussi. De se dire, si j'ai un petit coup de moins bien, si je participe à cet événement que Bien dans ses bottes propose, peut-être ça va me rebooster. Et je sais que je pourrais compter sur d'autres personnes qui vont me contaminer dans quelque chose de positif. Le sujet qui est abordé aujourd'hui me fait penser à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, La Belle Verte. C'est un film qui est sorti dans les années 90, que je vous recommande clairement, qui rapidement, c'est un monde en dehors de la planète Terre. Et en fait, c'est un peuple qui est très, très évolué, mais qui s'est élevé et a évolué à travers des capacités extrasensorielles. Ils font de la télépathie, ils sont dans une hyper-rationalisation, c'est-à-dire que le nombre de naissances est calculé en fonction des récoltes qu'ils vont avoir, etc. Et du coup, un de ces êtres va sur la planète Terre parce que ça fait près de 200 ans qu'ils n'y sont pas allés. Et donc, du coup, ils se disent, ouais, bon, j'imagine qu'ils n'ont plus les voitures parce que, bon, ils ont dû évoluer. Et en fait, un de ces êtres se rend à Paris et constate que des voitures, il y en a encore plus. Et du coup, c'est amené avec de l'humour, avec de la douceur. La réalisatrice, dont je n'ai plus le nom, mais je mettrai les informations en commentaire, a été mal reçue à l'époque sur ce film, mais qui aujourd'hui a une résonance tellement incroyable, et c'est clairement l'énergie de ce que vous portez. Et il y a en plus un joli casting dans ce film-là qu'on peut voir, je crois, sur Arte, si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est ce message de voir les limites de l'évolution et de se connecter à nos propres capacités en se liant à la nature et en utilisant en fait de manière vertueuse les éléments qui nous entourent. Concrètement, si par exemple on a des personnes qui nous écoutent qui sont très 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 éloignées de ces sujets-là, est-ce que vous avez des petits conseils ou des petits axes qui pourraient de réflexion ou même d'aller faire des choses particulières pour commencer à tester ou à initier une première démarche?
C'est une bonne Bah, la- question, ça. le, Vas-y, le Yo. gros, le gros avantage quand même de cette modernité, c'est quand même, enfin en tout cas pour ma part, par exemple, moi, j'y connaissais, enfin un petit peu en jardinage, j'y connaissais un tout petit peu, mais au moins, l'avantage de ces écrans-là et de cette modernité nous permet de nous ouvrir au monde et Mm. d'avoir accès à plein de vidéos ultra passionnantes avec des gens qui proposent des petites formations ou des petits tutos sur plein de thématiques. Et alors effectivement, il faut réussir à savoir faire le tri, mais peut-être que bah, ça sera peut-être le rôle, par exemple, à un moment donné, de bien dans ses bottes, de pouvoir avoir répertorié un peu, par exemple, sur chaque thématique, ben, des vidéos inspirantes, des modèles un peu inspirants. Euh, pour pouvoir répondre effectivement aux questions de tout le monde. Ça se fait peut-être déjà, je sais pas. Je sais que nous, par exemple, pour parler juste des légumes ou du maraîchage, il y a déjà des groupes comme maraîchage sur sol vivant. Il y a des chaînes YouTube ultra intéressantes aussi. J'imagine que dans plein d'autres thématiques, ça doit être le Mhm. cas. Donc c'est quand même déjà une des premières portes les plus faciles à prendre. Oui. Après, bah, nous, on est là, sur le terrain. Bien évidemment, je sais pas jusqu'à où ira la portée de ce podcast, mais en tout cas, venir vers nous sur le terrain, alors que ce soit moi, par exemple, maraîcher dans les Vosges, mais des petits maraîchers, des petits paysans qui aussi proposent un peu un modèle un peu alternatif de l'agriculture. Ben, ça existe partout en France, voire même partout dans le monde. Donc ça, c'est aussi des belles sources d'inspiration. Je sais pas sur les autres thématiques, Claire, que tu as peut-être plus d'éléments que moi. Ben, moi, j'aurais tendance à dire, il faudrait que la personne trouve la voie qui va le plus lui parler. Et effectivement, si dans un premier temps, c'est s'intéresser alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un élément de la biodiversité, si la personne est attirée par un animal, par exemple, et qu'elle ne peut pas forcément sortir pour aller observer directement les animaux. Alors, comme disait Johan, ça peut passer par une petite vidéo sur quelque chose en lien avec la nature. Mais moi, j'aurais tendance à dire, mais parce que c'est ce qui me parle à moi, encore une fois, c'est de sortir, c'est déjà d'aller dehors. Même si effectivement on est en ville, même si on n'a pas la forêt à côté de chez soi, ne serait-ce que d'être à l'extérieur, on va forcément à un moment donné, comme tu le disais, déjà ne serait-ce que sensoriellement, il va se passer des choses. On va quand même entendre à un moment donné des oiseaux chanter, on va peut-être quand même à un moment donné pouvoir toucher un arbre, aller observer une toile d'araignée, enfin voilà, se saisir, j'aurais envie de dire, de toutes ces petites occasions-là qui vont nous permettre de voir le vivant. Et ça peut être aussi derrière sa fenêtre, hein. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec des personnes. J'avais un petit stand avec des oiseaux, les oiseaux du jardin qu'on voit régulièrement à la mangeoire. Et c'était intéressant parce que les gens me disaient, ah mais oui, je les vois ces oiseaux-là. Alors celui-là, je le vois, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Eh bien c'est ça, c'est déguiser un petit peu la curiosité. Et les gens sont repartis en se disant, ah ouais, c'est cool parce que maintenant, tous les oiseaux qui viennent à ma mangeoire, je connais les noms. Et certains, bah voilà, se sont dit, bah tiens, ça me donne encore plus envie d'aller rechercher, peut-être d'aller les observer avec des jumelles. Tiens, j'ai laissé mes jumelles dans le placard, ça fait plusieurs années. J'ai jamais eu l'idée de prendre mes jumelles pour observer les oiseaux qui viennent à ma mangeoire. Enfin voilà, c'est des petites choses, j'ai envie de dire, simples comme ça, mais encore une fois, c'est à chacun de trouver sa voie, peut-être quelque chose qui va lui parler. Il y en a d'autres, ça va être plus les plantes, peut-être. Mhm. Peut-être qu'ils vont avoir envie de s'intéresser aux plantes pour pouvoir faire leurs petites infusions. Enfin, c'est tellement riche et varié que je pense qu'il n'y a pas forcément de recette miracle, mais c'est déjà pour moi observer ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Et sortir, ressentir les éléments, je pense que ça, c'est important, quoi. Il y a un élément qui peut être aussi intéressant, c'est le repère de son quotidien, et notamment de notre façon de passer la journée, de consommer la journée, enfin de voir ce qu'on a besoin, ce qu'on prend déjà au petit déjeuner à manger, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Alors si ça vient d'un sachet, enfin, mais aller voir réellement. Et puis du coup voir comment peut-être faire évoluer ça, c'est-à-dire le rapport. Bon, moi je parle beaucoup d'alimentation parce que c'est un sujet que je maîtrise un peu mieux, mais enfin par notre façon de consommer et de manger, on peut aller très vite aller chercher des réponses, de la cohérence,
Bon, bah voilà, mon repas le plus flagrant, c'est voilà, je vais manger une salade de tomates. On est au mois de février. Est-ce que c'est cohérent? Ouais, c'est un petit exemple comme ça, mais on peut le faire sur tous nos actes de consommation, nos actes d'achat, nos actes. Enfin, on peut changer le monde. Rien qu'en pensant à tout ça tous les jours et sans être dans je mange plus ou je mange moins. Non, c'est pas je mange plus de viande. Enfin, tu vois, tous ces réflexes là un peu je deviens végétarien, je deviens machin. Enfin, on n'est pas là pour débattre de tout ça, mais par contre, vraiment, quand même, dans tous nos petits actes là d'achat, de façon de vivre, il y a un lien quand même avec du vivant. Et je vois très souvent là, les gens qui me disent ah mais vos légumes ils sont vraiment bio, ah le bio c'est n'importe quoi machin. Enfin, moi je fais pas le bio pour avoir l'étiquette bio sur mes légumes, hein. D'ailleurs c'est dingo parce que je dois payer quand même à quelqu'un pour certifier mes légumes qui sont bio. Enfin, ça c'est un truc de dingue. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'y passerai une heure et puis je vais encore faire remonter des émotions un peu dures. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a quand même des liens avec la vie, hein. Enfin, je fais pas du bio pour faire le bio, je fais du bio pour respecter le plus de vie possible et puis donner encore plus d'éléments pour être bien et bien vivre. Voilà, c'est ça le vrai bio, hein. Faut être clair. Comment on vit ces moments-là, là, c'est ce moment de faire plaisir, comment on fait plaisir aux gens, comment on fait plaisir à nos enfants, qu'est-ce qu'on y met, quel message, tous ces petits, ça c'est flagrant, c'est pareil, je suis sûr qu'on pourrait en parler pendant une heure, tous les trois, là, mais comment l'approche de Noël, là, moi, ça me bouscule à chaque fois, j'ai même le ventre qui gargouille une semaine, 15 jours avant, en me disant, waouh, qu'est-ce qui va se passer, il y a des trucs qui vont me paraître totalement incohérents, et puis, comment je vais pouvoir, moi, passer mes petits messages et dire ce qui est important pour moi sans être jugeant. Et puis, enfin, voilà, tous ces moments-là du quotidien et de la vie quoi, sont vraiment des, des endroits où on peut agir quoi, et où on peut faire les choses. Du coup, si je récapitule de manière concrète, c'est être plus en conscience dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train de consommer, dans ce qui nous entoure, et se questionner. Ouais, tout à fait, exactement. Et c'est là où je trouve qu'on a un rôle. Enfin, la dernière fois, j'étais à une réunion, là, enfin bref, une assemblée générale du groupe en bio au Grand Est, et on essayait de parler justement de comment on peut avoir un impact, en fait, on a oublié aussi que notre rôle là, d'agriculteur, c'est aussi d'accompagner les gens. C'est pas juste faire un produit pour nourrir les gens ou nourrir la planète. C'est réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire sur notre territoire et notre terroir pour nourrir nos voisins, pour nourrir nos amis, pour nourrir ce petit bout de territoire, et comment on accompagne les gens dans ça. La première façon de les accompagner, c'est de dire effectivement, les tomates, vous en aurez qu'à partir du 1er juin. Je ne peux pas faire autrement. Si j'utilise de l'énergie à peu près normalement pour faire mes tomates, il n'y aura pas d'autre choix. C'est un des exemples, il y en a plein des exemples comme ça. Mais c'est vraiment essayer d'accompagner. Et je pense que Bien dans ses bottes a aussi une envie, à travers les producteurs là, qui sont tout autour de notre écosystème, là, d'aller aussi accompagner les gens, bien évidemment les enfants, sur tous ces aspects-là de la vie. Oui, parce que je pense que, enfin, ça dépend de quel profil on est, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ne se posent pas trop de questions sur la provenance, sur ce qu'il y a dedans, etc. Et c'est un peu comme si, on utilise ce mot éveil, mais comme si on était un peu endormi en fait. Et on nous a bien endormis avec le marketing pendant longtemps. Parce que moi, dans mon enfance, le marketing, c'était quand même très, très fort. Et on nous a fait manger plein de céréales, on nous a fait boire plein de lait. Enfin voilà, il y avait vraiment des gros lobbies qui étaient très, très actifs, qui le sont toujours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire de lait ni manger de céréales, mais se poser la question et avoir un consentement sur ce qu'on est en train de faire, mais pas subir une impulsion qu'on n'a même pas conscience de vivre en fait. Non, mais j'allais, oui, abonder dans ce sens-là. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup aussi de méconnaissance. Et la méconnaissance, elle n'est pas forcément liée à, voilà, un manque d'intelligence, bien loin de là. Mais comme tu disais aussi, il y a beaucoup, voilà, de publicité, de communication qui nous envoie des messages qui sont pas forcément les bons, en tout cas, après, qui créent, voilà, des bases comme ça, des fondements où on réfléchit plus, finalement, on se pose plus de questions. Donc, c'est avant tout ça aussi l'idée, c'est d'aider les gens à se poser des questions, mais
du coup, les rejoindre aussi. Les rejoindre, comme me disait Johan, s'intéresser à la manière dont ils vivent, donc, dont eux, ils consomment, dont ils perçoivent les choses sur plein de thématiques. Hein. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore abordées là, mais sur leur manière d'être mobile, d'utiliser la voiture. Enfin, mais c'est important d'aller comprendre aussi la manière dont le rapport qu'a la personne à cette utilisation, à cette consommation, avant de pouvoir peut-être lui apporter quelques informations, quelques éclairages. Et comme tu disais, Lauriane, des fois, le simple fait de donner une information, la personne, effectivement, n'en avait jamais pris conscience avant. Et c'est déjà semer cette petite graine-là qui peut faire que par la suite, elle va se questionner, elle va s'interroger, peut-être se remettre en question et changer de comportement. Mais tout ça, c'est effectivement un processus qui peut prendre du temps. Mais en tout cas, oui, on a aussi cette envie-là bien dans ses bottes. C'est vrai que même si on disait tout à l'heure, l'idée, c'est quand même d'être ouvert à des personnes qui ne partagent pas forcément ses convictions et ses valeurs. On a quand même cette ambition de vouloir voilà, aller vers une société, on l'a dit, plus solidaire, plus juste et plus écologique. Donc, bien évidemment, dans nos messages, on a cette envie d'une certaine prise de conscience et d'éco-responsabilité chez les personnes qu'on va toucher. Mais avant tout, il va falloir les rejoindre dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles font et dans ce qu'elles pensent. Sinon, on va se retrouver dans une confrontation et c'est pas forcément ce qu'on souhaite parce qu'on ne dit pas non plus qu'on détient, nous, la vérité et la bonne manière de faire et de vivre. En tout cas, c'est une manière qui nous parle à nous, qu'on a envie de partager. Mais encore une fois, je pense qu'on a cette envie voilà, de rester tolérant aussi, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Concrètement, là, au niveau donc de l'association, de quoi vous avez besoin? C'est-à-dire que l'idée, c'est évidemment d'utiliser ce podcast pour lancer des appels ou en tout cas transmettre les messages. Donc là, je pense qu'on a déjà bien évoqué le sujet des messages à transmettre. Concrètement, de quoi vous auriez besoin pour justement permettre à cette association de grandir, d'évoluer et qu'elle puisse justement porter ces messages de manière plus forte encore? Tu veux démarrer, Yo? Eh ben, je peux démarrer du coup. C'est pas facile à répondre à cette question. On a plein d'envies, plein d'ambitions. Enfin, moi, je voudrais même changer le monde, tu vois. Donc, pour le coup, si on parle de cette ambition-là, il nous faut un paquet de moyens, quoi. Malgré tout, bon, ben voilà, j'ai conscience que c'est pas possible, clairement. Mais en tout cas, on a envie d'avancer sur ce sujet-là. On ne sait pas trop à quelle échelle. Jusqu'à présent, ce qui s'est passé sur notre petit bout de territoire là est quand même magique et on a envie de poursuivre dans ce sens-là et de continuer à mettre ça en forme, par exemple, dans notre petit territoire vosgien. Donc déjà, tous ceux qui sont pas trop loin de nous, n'hésitez pas à venir vers nous. On verra comment on peut modeler tout ça et se mettre en action ensemble. Mais c'est sûr que voilà, les humains qui peuvent venir vers nous, ça nous fait toujours du bien. Après, je crois que en ce moment, je suis un peu partagé. On est pas mal sollicité justement pour aller parler de ça. Parler de ces sujets-là, pardon. Et j'y mets beaucoup de mon temps, de notre temps et de nos énergies pour aller défendre ces sujets-là, et notamment un peu politiquement. Enfin, il y a à l'échelle des territoires, par exemple, des idées de projets alimentaires territoriaux, des idées de prendre soin de la biodiversité. Enfin, on voit, cette thématique-là, elle est quand même très présente dans les envies, pardon, dans les envies un peu politiques autour de nous, mais clairement, il n'y a pas de moyen. C'est-à-dire que on se pose toujours la question si c'est vraiment une volonté ou si c'est juste histoire de se donner bonne conscience. On va faire dans notre petit coin, allez, on va les laisser parler 5 minutes de leur biodiversité là, mais enfin, moi, par ce biais-là de la politique, je vois rien, je vois pas grand-chose agir, quoi. Je vois pas grand-chose se mettre en forme.
et surtout, très vite, ça revient à un individu qui va prendre la parole et qui va dire, ouais, on fait ça, on soutient tel, et, et ça manque de vrais mouvements collectifs. Et j'aurais envie d'un mouvement collectif puissant là, qui mette le vivant en avant, et que ça vienne pas de, voilà, enfin, les partis politiques écologistes, ça me parle pas, ça me parle plus, parce que ça, tout de suite, je trouve qu'il y a énormément de freins, et il y a surtout très vite plus de mouvement collectif, quoi. Et ouais, j'aurais vraiment envie quand même d'un gros mouvement collectif là, vers le soin au vivant, vers la vie, et que ce soit vraiment ça le cœur des actions concrètes proposées aux gens autour de nous, qu'on y mette tous les moyens qu'on peut mettre dans, dans la sécurité, pardon, il y en a des moyens, je suis sûr. Et je voudrais bien que ces moyens-là reviennent à des actions de ce type-là. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un qui a des moyens, par exemple, je ne sais pas comment, mais et qui veut nous les proposer, on pourrait nous aussi les mettre en forme, quoi. Donc, je ne sais pas concrètement exactement ce qu'il en est, mais j'ai quand même plein d'espoir. Au-delà d'un soutien et d'un élan citoyen par un, on va dire, un nombre de personnes qui puissent peut-être adhérer à l'association, devenir membre, devenir bénévole, bah forcément, plus on sera nombreux, plus on aura d'idées et de richesses à défendre et à mettre en place. Ça peut aussi, j'avais pas forcément cette idée-là, mais avec ce que Johan vient de dire, si effectivement on est une association qui a enfin, beaucoup de membres, d'adhérents sur le territoire, ça veut dire aussi que peut-être on peut avoir un poids après auprès des politiques, et ben, pour faire passer des messages, parce qu'on rassemble, ça voudra dire qu'on rassemble un certain nombre de personnes. Donc ça peut être intéressant. Après, on a une première date qui sera le dimanche 26 avril, où on va participer à une petite fête qui s'appelle la fête du printemps dans tous ses éclats, dans un village très proche de là où vivent Johan et Anne-Lise et où vit Nico. C'est Xamontaru. Alors voilà, c'est une petite fête de village qui a pour vocation de mettre en valeur la biodiversité. Et du coup, l'association Bien dans ses bottes fera un. Alors, c'est encore à construire parce que c'est pas encore tout de suite, mais en gros, on va proposer un stand, on va certainement proposer des ateliers, des petites choses pour parler de la biodiversité, présenter aussi un peu plus voilà, concrètement l'association, aller rencontrer les gens. Donc, s'il y a des gens qui sont du secteur, qui connaissent pas la fête du printemps de Xamontaru, bah, ça peut être l'occasion de venir nous rencontrer. Donc ça, ce serait chouette. Et on aura aussi une assemblée générale. Alors, il y a une date qui est posée pour le moment, qui est le dimanche 14 juin. Là aussi, si des personnes sont intéressées, ça peut être bien de venir nous voir, nous rencontrer, de venir à l'AG. Et en tout cas, de nous laisser aussi peut-être des contacts, des liens pour les gens qui sont intéressés, pour qu'on puisse leur confirmer aussi, les inviter à notre AG quand les modalités seront bien définies. Ça peut être ça. On va faire la fête. Dernière. Comment ? Je dis on va faire la fête, hein. Ça va être très joyeux et très festif. Et du coup, on a construit aussi un petit questionnaire. Donc, voilà, on va voir ça avec toi, Lauriane, pour le mettre en lien. Pour recueillir un petit peu les avis, les attentes, des petits conseils aussi que les gens peuvent avoir pour nous aider à faire grandir notre association et avoir aussi des retours sur leur vision du monde, leur vision d'une société plus solidaire, plus écologique, ce qu'ils attendraient aussi peut-être très concrètement comme action d'une association comme la nôtre. Voilà. Est-ce que c'est justement de faire de la sensibilisation à l'environnement? Est-ce que c'est de participer à des chantiers collectifs pour mettre en place du jardinage au naturel? Est-ce qu'ils ont envie de participer à des conférences, à des débats, des documentaires, par exemple, pour animer des échanges? Enfin, on a envie aussi de répondre à des besoins, à des attentes que pourraient avoir les personnes. Donc, voilà, par ce petit questionnaire-là, ça peut nous permettre d'avoir des retours pour nous, même si on a les grandes orientations de notre association, on a envie de pouvoir les affiner en fonction des conseils et des propositions
des gens. Voilà. Donc ça peut être ça aussi, le petit coup de pouce à nous donner. Je mettrai le lien vers le questionnaire donc dans le descriptif du podcast. Donc, comme ça, toutes les personnes qui souhaitent éventuellement participer à cet élan, en juste déjà en donnant des informations, en partageant des points de vue, en pouvant participer, parce que toutes ces informations-là, elles sont précieuses pour vous. Elles vont permettre aussi d'avancer dans la construction de cette association qui, du coup, dans ce que vous dites, est un peu abordée comme une forme de co-construction collective, c'est-à-dire que vous représentez ce noyau qui crée l'élan principal, qui va prendre une résonance à travers toutes les personnes qui vont vous rejoindre. Donc, si je récapitule aussi en termes de besoins, toutes les personnes qui sont intéressées ou même qui ont peut-être un avis inverse, parce que ça peut être intéressant justement d'échanger, parce que dans votre démarche, l'idée c'est de n'exclure personne et d'entendre toutes les personnes qui pourraient avoir envie d'exprimer des idées sur des modes de vie ou sur des avis tout simplement par rapport à ce que vous êtes en train d'amorcer. Et éventuellement aussi, s'il y a des personnes qui souhaitent contribuer financièrement, faute de temps, faute voilà, chaque personne contribue à sa manière, et ben qu'ils puissent vous contacter. Je mettrai donc le mail sur lequel vous pouvez être contacté pour toutes les personnes qui souhaitent justement commencer à aborder ce sujet-là avec vous. Et on n'a pas encore de site internet, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pensé. Peut-être on aura besoin aussi de compétences de personnes qui font ce genre de choses, pourquoi pas. Et juste une petite information, si les gens justement ont envie d'entrer en contact avec nous. Donc pour l'instant, on a cette boîte mail et on n'a pas de réseaux sociaux. Et voilà, faut pas nous chercher parce que c'est une volonté aussi de notre part de ne pas justement être sur les réseaux sociaux. Et on préfère effectivement que si les gens ont envie de suivre l'évolution, les actualités de l'association, qu'il puisse y avoir entre guillemets, de vrais contacts. Alors, pour les personnes les plus éloignées, forcément, se rencontrer, c'est plus compliqué. Mais voilà, par un échange mail, on peut très bien aussi, après, prendre contact par téléphone. Enfin, voilà, imaginer des choses. Mais c'était notre volonté de ne pas être sur les réseaux sociaux. Voilà. Je reprécise juste parce qu'on n'a pas précisé exactement où, Johan, tu étais installé. Donc, la ferme est installée à Docelles, pas très loin d'Épinal. Et du coup, je pense que pour les personnes qui sont proches, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour parce que le lieu est vraiment très joli. C'est vallonné, on est en plein milieu de la nature et on se sent vraiment très, très bien. Et c'est intéressant aussi, à travers l'explication de ce que tu fais, ça amène déjà une première amorce, une première prise de conscience sur ta manière de fonctionner dans cet environnement que vous avez créé avec ta famille. Donc, je pense que voilà, pour tous les curieux, c'est intéressant justement de sortir de cet aspect virtuel. Au-delà d'envoyer un mail, si vous n'êtes pas loin, le mieux, c'est de pouvoir organiser éventuellement une rencontre pour discuter de tout ça clairement et de sentir le bon air vosgien. Ouais, tout à fait. Puis on est en train de mettre ça en forme justement par l'intermédiaire de Bien dans ses bottes, mais aussi avec nos entités de ferme à côté. Donc effectivement, il va y avoir de l'accueil à la ferme qui va être fait dès ce printemps, et on a un site internet de la ferme, donc vous pourrez aller le visiter. Et on mettra sûrement à jour les ateliers qui seront proposés, des ateliers parents-enfants, des ateliers, enfin voilà, il y aura un peu de tout. Il y a aussi du coup Nicolas, le pépiniériste, qui est dans le noyau dur aussi, qui fait par exemple des ateliers greffes en ce moment. Enfin, c'est le genre de choses, c'est ultra, ultra passionnant, et donc c'est aussi toujours un prétexte à être ensemble et à échanger et à discuter. Mais c'est pareil, je pense que je pourrais donner le lien quand même de la pépinière de Nicolas pour vous inscrire concrètement déjà à des ateliers greffes dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et puis donner envie aussi, enfin, moi, la dernière chose que je voudrais dire sur ce sujet-là, c'est que j'ai l'impression quand même aussi que l'association, enfin en tout cas le modèle associatif, est vraiment un bel endroit pour faire ensemble et agir concrètement. Et pour avoir été sollicité, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais politiquement,
et où on rencontre très vite quand même pas mal de freins, où il y a la pression de certains lobbies, certains poids. Quand je vois quand la chambre d'agriculture, enfin, nous accueille pour enfin, nous en tant que ferme et qu'on n'est pas vraiment écoutés, enfin, tous ces trucs. Mais par contre, vraiment, je trouve que on a la possibilité, on a la chance de pouvoir créer des associations, rejoindre des associations, et que le modèle associatif est quand même vraiment ultra adapté pour être bien ensemble. Et donc, voilà, que ce soit par Bien dans ses bottes ou d'autres associations sur votre territoire ou dans vos zones d'action possibles, eh ben, allez-y. Et ça fait du bien d'agir, hein. Merci beaucoup Claire et Johan d'avoir pris ce temps pour nous expliquer un petit peu vos valeurs, tout l'engagement que vous mettez au quotidien pour que l'association Bien dans ses bottes puisse se développer et agir positivement sur les individus, sur la nature, sur le système au sens large pour que on ait un quotidien qui nous paraisse un peu plus joli, pour qu'on évolue, pour qu'on grandisse ensemble. Et c'était vraiment très chouette de pouvoir échanger sur tous ces sujets avec vous. Et j'espère que ça aura permis à certaines personnes justement d'avoir eu des petites ampoules qui se sont allumées ou d'avoir des petites réactions durant tous l'échange qu'on a eu. J'invite toutes les personnes qui sont sensibles à ces sujets-là et qui ont envie d'aller plus loin avec vous dans cette aventure, de vous contacter. Toutes les informations seront évidemment dans la description. Et je vous remercie vraiment beaucoup à tous les deux pour cet échange qui était vraiment partagé avec authenticité et conviction. Merci Merci à beaucoup toi, aussi. Lauriane, aussi. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Compétences et puis ton accompagnement sur ce podcast parce qu'on n'a pas trop l'habitude de l'exercice. Donc, un grand merci à toi et un grand bravo. C'est ainsi que s'achève cet épisode spécial Podcaston. J'ai été ravie de pouvoir participer à cette grande initiative au profit des associations. En attendant de découvrir un prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, soirée, très bon moment. À très vite.